Si tu gagnes 3000 euros net par mois, tu fais partie des 10% les mieux payés en France. Et le reste, c'est souvent du cinéma. Parce qu'aujourd'hui, quand on va sur YouTube, eh ben, on a des promesses. Ce Parisien est devenu millionnaire grâce au trading. Et souvent, la réalité, c'est que tous ces trucs-là sont totalement faux. La personne a très souvent un truc à nous vendre, une formation. Ça va être un groupe Telegram où on va devoir investir notre argent pour risquer de tout perdre. Et donc ici, ce qu'on va voir, c'est être riche en France. À partir de combien on pourrait définir qu'on est riche. Et finalement, c'est très loin des chiffres qu'on peut entendre, notamment sur les réseaux sociaux, où la nouvelle norme, c'est être à Dubaï, gagner 10 000 euros par mois et faire, pour le coup, une activité spécifique. Donc, premièrement, on va regarder la différence entre la richesse de flux vs la richesse de stock. Alors, tout d'abord, le flux, c'est quoi? Ce sont les revenus réguliers. Donc, ça peut être notre salaire, les pensions. Donc finalement, ce sont des choses, notamment pour la partie salaire. Si demain on arrête de travailler, on n'a plus de salaire. Donc c'est un flux qui est constant tant qu'on continue de travailler, qu'on est en activité. Et de l'autre côté, on va avoir le stock. Donc là, c'est ce que tu possèdes. Donc ça peut être de l'immobilier, des placements en bourse, en crypto, du cash sur des livrets. Et donc c'est très différent. Et donc si on prend un exemple, ici on va avoir Thomas qui gagne 5000 euros par mois, donc qui a zéro patrimoine parce qu'ici on va dire qu'il dépense tout. Et de l'autre côté, on a Simon, il gagne 2400 euros par mois. Par contre, il a 30 000 euros en bourse et il a 20 000 euros sur des livrets. Donc ici, si on a A, donc Thomas qui perd son boulot, il n'a plus rien, alors que B, Simon ici, il peut vivre sur son stock. Alors il ne va pas vivre de ses investissements avec ici 50 000 euros, ça ne va pas remplacer son salaire, mais en tout cas c'est un stock qui lui permet de tenir une certaine durée. Et ça va être important parce qu'on va voir que les riches en France, pour le coup, vivent sur leur stock. Et on verra que même ils vivent d'une manière spécifique sur leur stock en ne le vendant pas du tout. Donc le stock, c'est la vraie richesse. Aujourd'hui, il y en a qui gagnent 5 000 euros par mois et qui sont à découvert tous les mois. Il y en a qui gagnent 10 000 euros par mois et qui sont à découvert tous les mois. Donc même si on gagne un petit salaire, qu'on gagne 1600 euros par mois, pour le coup, on peut être plus riche qu'une personne qui gagne 10 000 parce que oui, elle a un plus gros flux, mais finalement, potentiellement, elle fait beaucoup moins de stock. Et c'est ça qui a de la réelle valeur. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est la médiane du patrimoine par âge, parce qu'on a tendance aussi très souvent à se comparer, et quand on se compare à des personnes qui des fois sont plus âgées, sont beaucoup plus avancées dans leur carrière, donc forcément, ils ont un patrimoine qui peut être plus important. La médiane, pour rappel, c'est 50% de la population qui est en dessous, 50% qui est au-dessus. On pourrait prendre la moyenne aussi, mais de manière générale, c'est un petit peu moins précis parce qu'on a notamment les très gros patrimoines. Imaginons en France, on va avoir le patron d'LVMH qui forcément est milliardaire à 200 milliards, donc ça va faire monter la moyenne. Par contre, on verra juste après les revenus moyens par âge parce que je n'ai pas réussi à trouver la médiane. Donc, premièrement, si on a moins de 30 ans, et ça va être étonnant parce que moins de 30 ans, quand on voit les réseaux sociaux, on a l'impression que si on n'a pas 100 000 euros sur un compte, 1 million, si on n'est pas multimillionnaire, limite, c'est pas normal. Alors, la médiane, ici, c'est du patrimoine net, hors crédit. Donc, hors crédit, c'est 11 000 euros. Donc, si aujourd'hui, vous avez un patrimoine, vous avez moins de 30 ans, de 11 000 euros net, déjà, il faut savoir que vous êtes au-dessus de 50% de la population. Ensuite, les 30-39 ans, donc là, c'est 76 000 euros. Donc, on voit qu'il y a quand même une belle différence. Moins de 30 ans et 30-39 ans. Pourquoi? Parce que moins de 30 ans, ça prend aussi les personnes qui sont en études, qui ont 18 ans, 20 ans, 22 ans, qui n'ont pas encore eu de revenus, qui n'ont pas forcément de patrimoine. Et plus on avance avec le temps, plus ça va monter, même si à un moment, vous allez voir, à partir de 70 ans, ça baisse. 40-49 ans, on est à 158 000 euros. Ensuite, 50-59 ans, on est à 225 000 euros. 60-69, juste ici, on a 246 000. Et 70 ans et plus, on descend un petit peu, on a 228 000. Donc aujourd'hui, si on prend l'exemple d'une personne qui a 50 ans, s'il a 300 000 euros de patrimoine, il faut savoir qu'il est bien au-dessus de la médiane française. Donc ça montre aujourd'hui que finalement, les chiffres qu'on peut entendre, que certains prétendent, alors peut-être que certains c'est vrai, mais la réalité, elle est quand même tout autre. Si on se compare à la majorité de la population, on voit bien que si notamment cette chaîne, vous la suivez depuis longtemps, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont déjà partagé un peu leur patrimoine, etc. Pour beaucoup, vous êtes bien au-dessus par rapport à votre âge, mais les réseaux, des fois, on peut se dire, en fait, non, je suis en dessous, j'investis pas assez. Mais ça, c'est parce que, voilà, on se compare. Maintenant, les revenus moyens par âge en France. Alors là, c'est sur les données de 2022. Ils n'ont pas refait les études pour l'instant sur 2023, 2024, 2025.
Alors moins 25 ans, ce qu'il va falloir prendre en considération ici, encore une fois, ça prend les étudiants qui n'ont pas encore de revenus. Donc il y a des gens de 18 ans, 20 ans, etc. Donc c'est 8180 euros net par an, donc ça fait 680 euros par mois. Ils n'ont pas malheureusement pris juste les actifs, ils ont pris tout réuni directement. Donc c'est un peu biaisé, donc là c'est vrai que c'est assez compliqué. Si vous travaillez depuis l'âge de 20 ans, vous ne pouvez pas trop vous comparer là-dessus. Après on a 25-39 ans. Donc en salaire net, encore une fois, c'est pas le brut. Donc en brut ici, on devrait être, je pense, à quasiment 2000 bruts à peu près. Donc là, on est à 1690 euros net par mois. Ensuite, 40-49 ans, on est à 2170 euros par mois. Donc ça monte. 50-54, on arrive à 2270. Donc vous voyez que là, c'est une augmentation que de 100 euros. Hein. Ici, pas 10 ans, mais si on part de 40 ans à 50 ans, si ça fait 14 ans. Et si on part de 49 à 54, ça fait 5 ans. Et 55 ans et plus, on peut voir que ça diminue. Un petit peu comme ici, on l'a vu, la médiane du patrimoine. Alors j'imagine c'est parce qu'ici, il y a peut-être des frais de santé, des EHPAD, etc. Et ici, c'est peut-être qu'on est moins compétitif ou peut-être qu'on réduit le nombre d'heures qu'on travaille. Donc au final, on est très très loin de certains chiffres. Gagner 5000 euros par mois en 90 jours. Clairement, ça n'a strictement rien à voir. Et même si certains y arrivent, c'est une très très faible minorité de personnes. Et tous ceux qui n'y arrivent pas le disent pas forcément. Donc là, ça permet d'avoir déjà une idée au niveau des revenus moyens. Et j'avais regardé pour aussi avoir, si on a 10 000 euros net de salaire, alors c'est pas net d'impôt, c'est le brut qui passe en net. Net d'impôt, ça devrait faire, si on gagne 10 000 euros par an, je pense qu'on paye au moins 3-4 000 euros d'impôt. Mais imaginons, 10 000 euros net en France, on fait partie du top 1,5% au niveau des salaires. Donc c'est très très faible. Imaginez, vous remplissez une salle de 100 personnes, c'est vraiment beaucoup, 100 personnes. Il y a potentiellement une personne sur tout ce total. Donc voilà. Maintenant, être dans le top % des patrimoines. Et c'est là en fait où on va voir qu'il y a la grosse différence, c'est la partie revenus et la partie patrimoine. Notamment à cause de certains leviers qu'utilisent les personnes qui ont de l'argent et plus ou moins d'argent. Une personne qui a 2000 euros net par mois peut utiliser certains des leviers. Et après, on parlera aussi de devenir toujours plus riche sans jamais vendre, ce que font aujourd'hui énormément de personnes en France et aussi à l'étranger. On prendra même l'exemple d'Elon Musk pour voir comment cette personne peut vivre extrêmement confortablement sans jamais vendre ses actifs et être toujours plus riche. Donc être dans le 30% des patrimoines, alors j'ai pris plusieurs pays. En France, donc le patrimoine net pour être dans le top 1%, c'est 2,2 millions d'euros. Donc c'est assez colossal. Après, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que c'est pas la majorité des personnes qui se font tout seuls et qui créent un patrimoine de 2,2 millions. Là-dedans, il y a aussi l'héritage qu'on a pu percevoir. Et on a quand même en France pas mal de grandes familles et aussi l'immobilier, vu qu'on a accès au levier plus ou moins facilement, notamment à travers différents montages, aussi le fait qu'on peut s'associer dans des SCI, etc. Donc ça peut permettre de s'enrichir quand même assez fortement en France, même s'il y a beaucoup de taxation. L'immobilier, c'est un gros levier d'enrichissement et on a aussi quand même des grandes familles. Donc là, en France, on a 2,2 millions au niveau du patrimoine net pour être dans le top 1%. L'Allemagne, donc du coup, au niveau du montant en euros, on est à 3,2 millions. Ensuite, le Canada, 6 millions. Donc au Canada, pour être dans le top 1%, c'est converti, donc c'est 6 millions d'euros. Parce que là, c'était en dollars canadiens. Donc c'est énorme. Ensuite, on va avoir juste ici les États-Unis, donc 5,4 millions pour le top 1%. Le Royaume-Uni, on est à 2,9 millions. Et la Chine, ça m'a vraiment choqué. Mais pour être dans le top 1% en Chine, c'est moins d'1 million d'euros. Alors je me disais que dans le top 1% de la Chine, à mon avis, il y a des inégalités qui sont extrêmement folles et je pense que le top 1%, ils doivent être, à 4-5 millions, un peu comme les États-Unis. Et non, 880 000 euros juste ici. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de regarder, parce qu'on dit souvent, la France, les 1% détiennent toute la France, alors que dans les autres pays, il y a moins d'inégalités. Alors on va voir que ce n'est pas forcément le cas. Hein. La France, donc le 1% de la population détient 15% du patrimoine. Donc si on prendrait tout l'immobilier, les actifs, etc. L'Allemagne, top 1%, détiennent 26%. Alors c'est environ, hein. Encore une fois, ça bouge constamment. États-Unis, 31%. Donc là, c'est énorme. Le Royaume-Uni, 10%. Et la Chine, environ 32%. Donc ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'au final, j'arrive pas à comprendre comment la Chine, les 1% on rentre dans le 1% à partir de 880 000. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont 10 milliards. Donc il y a de tout dedans. Mais on est dans le 1% à partir de 880 000. Concrètement, les 1% détiennent 32,3%. Donc en fait, c'est là-bas qu'on a la plus grosse inégalité, encore plus qu'aux États-Unis, par rapport au fait que le 1% détient une énorme partie, quasiment un tiers, ici au niveau des actifs.
Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est les 3 leviers qu'on peut utiliser pour développer son patrimoine. Donc, c'est des leviers connus hein, qu'on utilise tous pour s'enrichir davantage et faire en sorte de, à terme, développer un patrimoine qui nous permet soit de réduire potentiellement un peu notre activité, lever le pied, soit au contraire se libérer du temps pour faire d'autres choses, etc. Donc le premier des leviers, c'est suivre son budget et son patrimoine. Ça paraît pour le coup bête et méchant, mais c'est quand même important. Donc tenir un budget mensuel, donc suivre ses revenus et dépenses pour identifier les postes d'économie, parce que on l'a vu, la richesse de flux, c'est pas ça qui enrichit réellement la personne. C'est-à-dire que le flux, si elle dépense tout, en fait, elle va pas créer la richesse de stock, et c'est ça qui va lui permettre à terme de pouvoir avoir beaucoup plus de liberté. Et ensuite de bien allouer ses actifs, que ce soit la bourse, l'immobilier, la crypto, l'épargne, en réduisant au maximum les frais. Donc investir non pas sur, pour le coup, des fonds d'investissement gorgés de frais. Au niveau de l'immobilier, essayer de faire, d'acheter des actifs qui sont valorisables, qui sont bien négociés. La crypto-monnaie, bon là, c'est pas obligatoire, mais pour ceux qui sont investis en crypto-monnaie, bien se former. Et l'épargne, pareil, avoir un peu d'épargne, mais pas avoir 50% de son patrimoine en épargne qui ne travaille pas, parce que du coup, c'est vraiment dommage là-dessus. D'ailleurs, pour ça, l'outil de tracking, dans mon cas que j'utilise, j'en ai parlé pas mal de fois ici, c'est Finari, donc pour suivre son patrimoine, la bourse, les cryptos, etc. Et par rapport à ça, si vous avez déjà un compte Finari, je vous mettrai sous cette vidéo un code promo que vous pouvez utiliser, qui est Julien20 directement. Alors, il est applicable que depuis l'interface du PC, donc pas sur le téléphone, on ne peut pas l'appliquer. Mais vous pouvez le mettre, Julien20, et ça vous permet d'avoir moins 20% automatiquement sur Finari Plus. Et pour le coup, sur Finari Plus, c'est là qu'on a pour moi toutes les fonctionnalités au niveau de la gestion des frais. On a une simulation Monte Carlo qui permet de voir en temps réel par rapport aux données qu'on a sur Finari, notre projection sur, je crois, c'est 20 ans, on a 30 ans aussi, et on a aussi 10 ans. Donc on a une projection et c'est basé sur énormément de simulations, donc c'est plutôt précis. Et j'avais fait un test d'ailleurs pour m'amuser. J'avais mis une énorme poche de compte bancaire, donc un solde surlivré classique. Et en fait, je suis passé en négatif. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez vraiment que du cash, et même si vous avez un peu de bourse à côté, vous pouvez passer en négatif sur 30 ans. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et si vous avez bien investi, vous allez voir votre projection et une idée précise de le rendement que vous pouvez avoir. Avec, il y a une simulation qui est pessimiste, il y a aussi la médiane, enfin elle qui est au milieu, et ensuite il y a une optimiste. Et la probabilité, c'est d'être, je crois, à 90% entre la pessimiste et l'optimiste. Donc ça, c'est vraiment cool. Finari, pour le coup, c'est top. Maintenant, deuxièmement, ça va être chercher à augmenter ses revenus. Donc là, développer ses compétences, que ce soit à travers des formations en interne dans son entreprise, des certifications aussi, pour accéder à des postes mieux rémunérés. Aujourd'hui, notamment, alors moi je peux plus parler de l'informatique, mais dans l'informatique, il y a plein de certifications qu'on peut même passer en ligne, des certifications notamment chez Google, qu'on peut faire gratuitement, donc en ligne, qui sont pour le coup, qui ont une valeur sur le marché réel. Ensuite, ça peut être aussi changer de poste, voire de secteur d'activité, si on prend pas de plaisir et qu'on n'a pas de perspective à long terme. Donc changer de poste, des fois pour le même secteur, c'est le meilleur moyen de créer un gap financier, parce que très souvent les augmentations, on va pouvoir avoir peut-être du 3-4% et des fois c'est même pas possible. Et par contre, en changement de poste, là on peut faire une grosse différence parce qu'on met à jour nos CV, nos compétences. On peut aussi un peu survaloriser ce qu'on a fait au sein de l'ancienne entreprise. Après, il faut toujours faire attention parce que souvent il y a quelques appels qui sont passés à l'ancienne entreprise. Mais voilà, il y a moyen d'améliorer tout ça pour faire en sorte d'avoir une augmentation au sein de ce nouveau poste qui peut faire vraiment une belle différence et de ne pas augmenter son niveau de vie pour finalement investir davantage cet argent. Maintenant, troisièmement, ça va être investir dans des actifs et non dans des passifs et de bien faire la distinction entre les deux. Donc, que ce soit pour l'immobilier, utiliser si possible le levier bancaire au maximum parce que c'est ça qui va permettre aussi de faire une grosse différence, notamment avec potentiellement de l'investissement locatif où on a un locataire qui rembourse une partie de notre loyer, voire la totalité, plus la taxe foncière, les charges, etc. Si on arrive à faire un investissement vraiment 100% rentable, cash flow neutre ou positif, ça c'est vraiment super là-dessus. Bien sûr, ça prend du temps, donc c'est quand même une activité, mais c'est vraiment intéressant. Et ensuite, les marchés financiers, notamment pour moi, ETF exclusivement, pour investir de manière simple et performante. Et surtout, ne pas y passer du temps parce que pour le coup, il y a très peu de chances de battre un ETF sur un très gros indice. Et là, on y passe 0 temps. Et ce temps-là, on peut le consacrer à quoi? Notamment, si on veut faire de l'IMO, là, on peut vraiment faire la différence en négociant, en cherchant les bons biens et aussi dans son travail, améliorer ses compétences, se former, passer des certifications. Parce que là, on a un réel impact. Tandis que la bourse, faire mieux qu'un ETF SP500, c'est très compliqué et la majorité sous-performe. Maintenant, on va parler du crédit lombard et ça, c'est vraiment intéressant.
c'est finalement devenir toujours plus riche sans jamais vendre. Et c'est une stratégie qu'on peut appliquer sans être, pour le coup, avec un patrimoine d'1 million, 10 millions d'euros, etc. Même si, bien entendu, plus on a un patrimoine important, plus c'est quand même intéressant. Donc c'est une des stratégies les plus utilisées par les très gros patrimoines, voire les ultra riches, qui consiste à ne pas vendre leurs actifs, mais à les nantir pour vivre. Alors si vous vous intéressez à la bourse, vous avez déjà entendu parler du mouvement FIRE, qui consiste à vendre 4% de ses actifs. Alors le mouvement FIRE, du coup, ça peut être bien sur le papier, mais les vrais riches ne font pas vraiment et ne participent pas du tout à ce mouvement FIRE, ont une stratégie qui est beaucoup plus efficace, qui permet vraiment d'accroître drastiquement sa richesse tout en ne payant zéro impôt. Parce qu'un FIRE, très souvent, il va vendre, il va payer des taxes, des frais d'ordre, etc. Là, il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien et vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, c'est quoi un crédit lombard? Donc, c'est un prêt qui est adossé à un portefeuille d'actifs financiers. Donc, ça peut être des actions, des ETF, des obligations. Et vous déposez ces titres comme garantie, donc du collatéral, auprès de votre banque. Donc, il faut savoir qu'il y a des banques françaises qui le permettent. Alors, il y a certaines banques en ligne qui le font. Après, c'est surtout souvent en banque privée que ça va être fait, et ça peut être des banques de partout. Il y a des banques françaises qui le permettent, des banques suisses, des banques américaines, des banques singapouriennes. Quasiment toutes les banques aujourd'hui le permettent à partir d'un certain niveau. Et pour le coup, ça permet du coup de mettre en collatéral ses actifs auprès de la banque, et la banque nous prête une partie de la valeur. Souvent, ça va être 50% sous forme de liquidité. Donc pour ça, après, je vais vous prendre un exemple pour que ça soit le plus clair possible. Donc là, imaginons une personne, elle a 1 million d'euros qui a investi en ETF S&P 500. Elle est au sein d'une banque, elle a un rendement moyen historique de 7% par an, voilà, à peu près. Donc elle contracte un crédit lombard donc à 3% d'intérêt, donc elle va devoir payer quand même un taux d'intérêt, la banque veut se rémunérer. Et elle peut emprunter du coup 500 000 euros, soit 50% en lombard. Donc la personne, elle va vivre avec ce prêt, donc voyage, voiture, vie de luxe si elle le veut, sans vendre ses actifs. Donc là, on continue à toucher les rendements du portefeuille tout en ne payant aucun impôt sur le crédit reçu, parce qu'il faut savoir qu'un prêt, ce n'est pas un revenu fiscalisable. Donc demain, si vous avez beaucoup d'actifs et que, imaginons, vous êtes en France, vous avez un patrimoine d'1 million ou voire beaucoup plus, rien ne vous empêche de faire auprès de certaines banques, notamment souvent de la banque privée pour des gros montants, un prêt lombard. Ce prêt lombard, voilà, vous avez 3 000 euros qui arrivent sur votre compte, 300 000 euros qui arrivent sur votre compte, vous payez 0% d'impôt dessus parce que c'est un prêt, c'est une dette. Donc vous ne payez pas d'impôt là-dessus. Comme quand on fait un crédit à la banque, on emprunte de l'argent pour acheter une maison, on ne paye pas des impôts sur notre prêt. On paye juste le taux d'intérêt à la banque. Et donc tant que le rendement des actifs il est supérieur au coût du prêt, vous vous enrichissez en vivant à crédit. Donc ce mécanisme, il est d'autant plus intéressant que vous ne déclenchez aucune plus-value imposable, contrairement à une vente d'actifs. Donc on a son patrimoine, si on investit encore une fois sur des bons actifs, qu'on a une bonne diversification qui continue de croître. Au-delà de ça, notre taux ici de crédit pour notre crédit lombard, il est plus faible que la performance de nos actifs sur le long terme. Et au-delà de ça, on n'a pas d'imposition, on peut vivre de cet élément-là. Donc en fait, on vit des intérêts. Donc c'est vraiment hyper intéressant, et ça signifie que du coup aussi on n'a pas besoin de, si imaginons une entreprise, de se payer des gros montants, etc. parce qu'on peut vivre sur ces actifs qui sont en collatéral. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Maintenant, ce que font les ultra riches, donc des personnes comme Elon Musk ou Larry Page, qui vivent largement selon ce principe, eux ils perçoivent pas de gros salaires, et ils n'ont pas besoin de vendre leurs actions Tesla ou Google, ce qui déclencherait une imposition. Et c'est une stratégie qui est hyper intéressante parce qu'ils sont à fond sur leur activité, et ils savent que leur activité, ou du moins ils ont une vision qu'à long terme, ils vont avoir finalement de la performance. En tout cas, c'est la vision de chaque entreprise en bourse à long terme, mais ils estiment qu'ils vont pouvoir performer. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu de vendre leurs titres et de payer des impôts, ils se disent, ok, nous, ce qu'on va faire, c'est emprunter massivement, donc en nantissant leur part d'entreprise. Donc souvent, eux, c'est vraiment des taux ultra faibles parce que, encore une fois, ils font partie des niveaux de patrimoine les plus élevés au monde. Donc ça va être inférieur à 2%, donc ils vont même pouvoir avoir des taux des fois à 0,5, 1%, etc. grâce à leur profil de crédit. Mais il faut savoir qu'un crédit lombard, en général, on va être autour des 3%. Et après, si effectivement c'est des très gros patrimoines, on peut même descendre à 2,5, 2%. Je ne parle pas d'être milliardaire, je parle d'avoir quelques millions de placés. Et ainsi, ils peuvent vivre confortablement sans être fiscalisés, tout en continuant de faire croître leur fortune. Ils n'ont pas besoin de vendre leurs titres. Donc, c'est une stratégie qui est intéressante. C'est pour ça, des fois, on se dit, mais pourquoi telle entreprise, pourquoi tel entrepreneur, finalement, a une situation telle qu'elle aujourd'hui et il fait que s'enrichir. La réalité, c'est qu'en fait, déjà, il ne paye pas d'impôt sur ses actifs. Il fait que du crédit là-dessus. Donc, c'est vraiment exponentiel. Maintenant, en France,
Donc même un résident fiscal français, il peut appliquer ces stratégies parce que le crédit lombard, il n'est pas considéré comme un revenu, donc non soumis à l'impôt sur le revenu ou aux prélèvements sociaux en France, en tout cas pour le moment, et tant qu'il ne vend pas ses actifs. Donc ça permet de ne pas vendre, donc du coup ne pas payer la flat tax, ou même si on est sur un PEA, les prélèvements sociaux. Et c'est l'un des secrets, les familles les plus riches, que ce soit en France, mais de partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est un levier qui est intéressant. Alors par contre, pour faire un lombard, effectivement, très souvent, on va avoir besoin d'avoir un certain patrimoine. Mais il faut savoir qu'il y a des banques, Boursorama permet de faire du lombard, il me semble que c'est à partir de 100 000 euros ou 80 000 euros. Voilà, je crois que on peut emprunter jusqu'à 50% de la somme sur certains actifs. Donc des fois, ça peut être certaines actions, certains ETF, mais c'est quelque chose qui est possible et qui fait une très très grosse différence. Et on le voit là-dessus que c'est vraiment extrêmement puissant. Donc finalement, être riche, c'est combien en France ? Moi, si je devrais partager mon avis, le salaire, ça veut rien dire. Parce que franchement, je connais des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui mettent pas d'argent de côté, font n'importe quoi. Et finalement, en gagnant 1800 euros par mois, si on met 300 euros par mois, on est plus riche qu'eux. Donc le salaire, je trouve que c'est pas vraiment ultra pertinent. Par contre, au niveau du patrimoine, là, je trouve que c'est plus intéressant. Alors, top 1%, je pense qu'on n'a pas besoin d'être dans le top 1% pour être considéré comme riche à mon sens. Mais déjà, je pense que si en France, on a un patrimoine, alors seul, c'est-à-dire que là, sans forcément comptabiliser sa femme, ses enfants, etc., un patrimoine autour de, encore une fois, net 700 000 euros, je pense qu'on peut déjà être considéré comme riche, 700 000 euros. Encore une fois, si cet argent il est bien investi. Et après, le salaire, s'il faudrait donner quand même un salaire, je dirais que si on est 2 fois au-dessus de la médiane, enfin du revenu moyen par rapport à son âge, donc si imaginons, on peut voir que 40-49 ans, on est à 2110 et qu'on a 40 ans et qu'on est à 4400, on est 2 fois au-dessus de la moyenne, je pense qu'on peut dire qu'on est plutôt riche. Alors on n'est pas riche en mode faire tout ce qu'on veut, etc. Mais franchement, on est quand même très très bien là-dessus. Alors n'hésitez pas d'ailleurs à me partager votre avis en commentaire là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a permis de voir un peu comment ça se passe et d'être rassuré aussi, parce que des fois on peut se dire mais purée, j'ai l'impression que c'est la norme de gagner 10 000 euros par mois et beaucoup essayent de me vendre deviens riche en 90 jours. Bon, la réalité elle est tout autre, encore une fois, la personne a souvent juste quelque chose à nous vendre. Donc c'est quelque chose vraiment d'important à prendre en considération, c'est qu'il faut se baser sur la médiane, la moyenne, la France aussi, parce que si on se base sur un autre pays, c'est encore une fois très différent. Donc voilà, par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me dire, vous, selon vous, à partir de combien on est riche en France. Et au-delà de ça aussi, pour Finari, comme je l'ai dit, je vous mettrai sous cette vidéo le lien pour ouvrir un compte et notamment un code promo qui est Julien20 qui vous permet d'avoir 20% sur l'abonnement Finari Plus. Donc c'est juste hyper intéressant et pour moi, c'est vraiment un super outil pour utiliser et gérer son patrimoine parfaitement et surtout être toujours motivé et de voir son évolution directement petit à petit. Donc voilà par rapport à ça et on se retrouve très bientôt.